Bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un véritable plaisir pour moi de vous retrouver pour notre 8e épisode podcast de l'architecture simplement, sans compter les émissions live de janvier et février de cette année. Nous sommes à nouveau dans une édition spéciale car ce soir, je n'ai pas seulement un nouvel invité, mais bien un co-animateur pour ce numéro. C'est bien sur cette chaîne que nous nous retrouvons en général en fin de mois pour aborder des sujets autour de l'architecture et des architectes de la manière la plus accessible possible. Le thème d'aujourd'hui porte sur ni plus ni moins qu'un second volet, un nouveau focus sur l'architecture en Côte d'Ivoire. Qui dit premier volet dit qu'il y a bien eu une première diffusion que je vous invite à également regarder. Mais avant de poursuivre, je vous invite à liker, et oui, liker cette vidéo. Votre soutien est plus que bienvenu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Retrouvons-nous sans plus tarder pour notre épisode du jour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Diziati Pimbi, architecte et ingénieure travaux, également présidente fondatrice de la société Kolendisa Architecture. J'interviens sur tout type de projet de construction, de rénovation et d'aménagement pour des marchés publics et privés, pour des particuliers et des professionnels. N'hésitez pas à visiter et à me contacter via le site www.kolendisa.com. Bienvenue sur cette chaîne pour notre nouvel épisode podcast. Bonsoir Cédric. Bonsoir Diziati. Écoute, je suis tellement ravie. En fait, je devrais même dire, je suis plutôt heureuse que tu nous rejoignes ce soir sur ma chaîne pour tout simplement co-présenter notre thème. Cédric, tu es ni plus ni moins que Mister Leadership et Management. Et je me permets de t'introduire comme ça parce que tu es à la fois coach, formateur, explorateur de ces notions que sont le leadership et le management à travers ta société qui s'appelle Barlon Ltd. Il s'avère en plus que tu m'accompagnes personnellement au sein de Kolendisa Architecture dans la construction de l'univers RH que je veux en fait créer. Et avant de te laisser te présenter plus en détail ce soir, Cédric, nous retournons en Côte d'Ivoire, pays que j'avais succinctement présenté lors de la diffusion de janvier dernier à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'avais fait des appels de phare durant cette diffusion. Et tu as répondu à ces appels de phare et je te remercie. Parce que comme j'expliquais, effectivement, je l'avais dit pendant ce numéro que c'était vraiment un survol. C'est même pas un amuse-bouche de ce qui existe comme architecture en Côte d'Ivoire. C'était vraiment de pouvoir susciter la curiosité. Et là, en fait, tu m'as dit non, Diziati, c'est vraiment trop court. Moi, je suis sur ma faim. Il faut que tu fasses un deuxième volet. Et en plus de ça, tu dis bah moi je suis dispo s'il faut t'aider pour le faire. Et ben moi je te dis oui. Et non seulement tu es dispo pour m'aider, mais viens co-animer avec moi. Donc merci Cédric d'être là ce soir. Merci Diziati. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'était un réel plaisir. Et Diziati, je tenais à te dire merci de donner l'occasion de partager cet univers avec toi, univers qui est le sien. Et comme tu l'as dit, c'est un appel de phare auquel j'ai répondu de manière positive, parce que pour moi, tu as parlé là d'un sujet qui me tenait à cœur. Ce sont mes racines. Et je me dis effectivement, il fallait que je sois là pour pouvoir t'aider et pouvoir t'accompagner, parce que comme tu l'as dit, la première édition était en amuse-bouche. Et là, je me suis dit, il y a tellement de choses à dire sur ce pays qui m'est cher que la Côte d'Ivoire.
Et je me devais, en tant qu'Ivoirien d'origine, de pouvoir discuter avec toi davantage. Et c'est de là qu'est partie cette idée de faire une épreuve numéro 2, donc un épisode numéro 2. Et donc, comme tu l'as dit, je vais me présenter assez rapidement hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Cédric Conan et Dizati l'a dit tout à l'heure, Monsieur Leadership, je vais le prendre quand même. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aide les entrepreneurs, j'aide les managers, les cadres à pouvoir élever leur leadership. Et élever le leadership, c'est quoi? C'est les aider à trouver d'abord leurs valeurs. Parce que pour pouvoir diriger une équipe aujourd'hui, il faut commencer par soi-même. Donc, c'est d'abord apprendre à se diriger soi-même à travers ses valeurs. Ensuite, c'est de pouvoir partager ces valeurs-là avec les équipes qui nous entourent. Et par-dessus tout, être ce leader impactant, ce leader influent, parce qu'aujourd'hui, c'est ce que l'on recherche en entreprise, dans le monde du travail. C'est pas un dirigeant qui donne des ordres, c'est plutôt celui-là qui nous influence, celui-là qui nous impacte, cette personne pour qui on a envie de travailler. Et c'est ce que je fais aujourd'hui pour les entrepreneurs, pour les managers, les cadres, et aussi pour les entrepreneurs, tous ceux qui dirigent une équipe aujourd'hui. Et je le fais à travers ma compagnie, comme tu l'as dit, qui s'appelle Barlon Ltd. Okay, et on fait du coaching, de la formation, etc. Mais aujourd'hui, plus important, on est en train de parler de quelque chose qui n'est vraiment pas dans mon cadre, c'est l'architecture. Et je suis juste très, très content de partager ce moment avec toi, Diziati. Et en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, je suis en pleine alternance, disons ça comme ça. Donc, c'est un petit passage pour moi. Et donc, j'espère en tout cas que l'émission va vous plaire. J'espère que vous allez apprendre pas mal de choses et que vous allez vous amuser. C'est très important, s'amuser bien effectivement en apprenant. Voilà, tout simplement. Merci Diziati encore une fois pour ce temps que tu me donnes sur ta chaîne. Bah écoute, c'est moi vraiment qui te remercie. C'est moi qui suis honorée, vraiment, sache-le. Voilà, t'es un homme de cœur, donc je sais que j'ai appelé la bonne personne. Enfin, je co-anime ce soir avec la bonne personne, à n'en pas douter. Et je sais d'avance que ça sera un régal pour tout le monde et pour tous nos auditeurs ce soir. Nous revenons donc sur la Côte d'Ivoire, les amis, et vous avez vu, la dernière fois, j'étais dans la ferveur du football, mais vous imaginez bien que la Côte d'Ivoire, c'est bien plus que la Coupe d'Afrique des Nations 2024 anthologique. C'est d'abord, en fait, un pays qui est composé de 69 ethnies. J'ai bien dit 69 ethnies, je vous l'avais déjà exposé lors du premier volet. Donc, qui dit 69 ethnies dit forcément en fait une richesse architecturale énorme, et ça c'est sans compter sur les fusions cosmopolites qu'il y a en Côte d'Ivoire, parce que oui, la Côte d'Ivoire est un pays ultra cosmopolite, tellement riche, et forcément ça se retranscrit également dans la construction, dans le paysage bâti de ce pays. C'est un vrai régal. Alors c'est vrai, j'en parle avec passion comme si j'y étais, je n'y suis même pas encore allée, rien que de ce que j'ai pu voir en explorant à travers forcément Internet et d'autres types d'ouvrages qui me permettent d'avoir plus de connaissances dessus, je suis déjà exaltée. Donc en fait, c'est notre appel de phare ce soir, Cédric. Je te l'ai déjà dit, la prochaine fois que tu vas en Côte d'Ivoire, tu te débrouilles, tu m'emmènes. Merci. Bien sûr, bien sûr. La dernière fois, je vous avais, lors du premier numéro de janvier sur la Côte d'Ivoire, je vous avais en fait présenté rapidement différentes typologies d'architecture, de l'architecture traditionnelle à l'architecture contemporaine et puis dite moderne, qui permettaient de balayer en fait un paysage très diversifié architectural en Côte d'Ivoire. Mais avant de revenir précisément sur l'aspect architectural, il faut aussi parler de la géographie en Côte d'Ivoire, parce que c'est un pays aussi dont les paysages sont juste magnifiques, variés, et en partant en fait d'un point cardinal à l'autre du pays, on change d'atmosphère, et ça vaut le coup en fait de regarder ça. Donc la Côte d'Ivoire, malgré sa petite taille, c'est un pays qui présente une grande diversité de paysages, allant des régions arides, plus ou moins désertiques du nord, vers des régions montagneuses à l'ouest, et en passant par de vastes étendues vertes et des forêts tropicales au centre et au sud du pays. Et donc, pour permettre cette exploration géographique, pour aller plus en détail, concernant déjà les régions arides dans le nord, cette partie de la Côte d'Ivoire est principalement située dans le nord,
près de la frontière du Burkina Faso. Et je suis sous couvert de Cédric ce soir. On verra si je dis bien les éléments. Donc, n'hésite pas à prendre la parole, Cédric, au cas où mes informations seraient erronées, parce que, excusez-moi, comme je l'expliquais, il y a une personne qui ne m'a pas encore amené en Côte d'Ivoire, donc c'est de sa faute. Oui, tout à fait. Je suis guilty, comme on le dit. Des paysages donc, qui se caractérisent par des plaines arides, semi-arides aussi, avec des végétations qui sont plutôt clairsemées, un peu comme on peut voir. Est-ce qu'on peut se dire que c'est un peu comme dans certaines savanes, comme on peut voir en saison sèche, ou alors c'est complètement différent? Si oui, c'est effectivement des savanes assez sèches. Je me rappelle quand j'étais plus petit, hein, je suis allé dans une ville qu'on appelle Korogo, qui est dans le nord de la Côte d'Ivoire, et effectivement, c'est assez sec, c'est clairsemé, et durant les périodes sèches, on peut sentir le vent qui nous vient du désert du Sahara. Les végétations clairsemées sont composées principalement de broussailles, de quelques arbres adaptés à ces climats, forcément. Les températures, elles peuvent être extrêmement élevées pendant la saison sèche, justement, et avec très peu de précipitations. Et les principales activités économiques dans cette région sont l'agriculture de subsistance, forcément, l'élevage pastoral, l'exploration minière, ça je ne savais pas, et notamment les ressources comme l'or et le diamant. Cédric? Ben oui, en parlant de ça, il y a pas mal de personnes qu'on connaît, je ne vais pas citer de noms, qui ont des mines. Donc, et puis, je voudrais rajouter à ce que tu avais dit, c'est que vous savez, le beurre de karité que vous utilisez très souvent, la Côte d'Ivoire en produit énormément, et c'est dans le nord qu'on trouve ce beurre de karité, qui est un beurre de karité d'une excellente qualité. Moi, je rappelle comme ça que j'étais allé en Côte d'Ivoire et j'étais revenu à Londres, parce que j'étais basé à Londres pendant beaucoup d'années, et je suis revenu avec du beurre de karité fait maison. Hein. Et mes collègues, comme ça, je les représentais, je leur ai dit, du beurre de karité. Et mes collègues étaient prêts à me l'acheter. Elles m'ont dit, Cédric, si tu fais un commerce de beurre de karité, dis-nous, parce qu'on veut l'acheter, il est de très bonne qualité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le commerce. Alors, donc, pour ceux qui pensent un peu à ce business, voici une business pour vous. J'ai évoqué aussi en début de cette présentation de ce volet géographique de la Côte d'Ivoire, les espaces verts qui sont situés au centre et au sud. Et la majeure partie de la Côte d'Ivoire est couverte par de vastes étendues de forêts tropicales. Et ça lui vaut le surnom de la perle des Lumières. Très belle nomination d'ailleurs. Et il faut dire hein, que malgré les efforts qui ont été faits, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a perdu énormément de sa forêt. Selon des études qui ont été faites dernièrement, il y a pas mal de forêts qui ont été perdues et ça a été un peu... la raison a été un peu la culture du cacao qu'on retrouve, principalement parce que les paysans détruisaient un peu les forêts pour pouvoir cultiver le cacao, d'où aujourd'hui des efforts énormes qui sont faits par les multinationales d'éviter la déforestation, pardon, et parce que les paysans détruisaient les forêts pour pouvoir cultiver donc le cacao. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment de faire cet équilibre-là, de se rendre compte que vraiment, effectivement, le cacao est important, mais aussi il faut garder en tête que la forêt est encore plus importante, surtout pour l'équilibre environnemental. Donc ces régions vertes, elles sont aussi caractérisées par une végétation luxuriante qui comprend une grande diversité d'arbres, de plantes et de vie sauvage. Et ces forêts tropicales, elles abritent aussi une biodiversité importante avec de nombreuses espèces animales et végétales endémiques. Dans ces régions-là, les principales activités économiques sont l'agriculture commerciale, la production de cacao, le café, l'EVA et ainsi que l'exploitation forestière, combien même a été évoqué par Cédric, cette volonté de préservation qui doit en fait venir en équilibre avec toute la production de ces productions que j'ai évoquées. Est-ce que tu voulais ajouter peut-être quelque chose sur ce point ? Sur ce point-là, c'est un petit point que je voulais dire, c'est par rapport à la culture du cacao. Pour ceux qui se demandaient un peu où on la trouve, moi principalement, on la trouve dans, je dirais pas le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Donc pour ceux qui connaissent un peu le centre-ouest, c'est là que se trouvent les plus grandes plantations de cacao. Et aussi, je crois qu'à l'époque, parce que selon ce que mon père m'avait dit, on en trouvait aussi du côté centre-est. Après, je sais plus si aujourd'hui, c'est toujours aussi poussé. Mais généralement, aujourd'hui, les plus grandes plantations sont effectivement, les plus grands planteurs sont dans la partie ouest de la Côte d'Ivoire, donc de centre-ouest jusqu'au sud-ouest. Bon, c'est là que se trouvent les plus grandes plantations de cacao. Ok, super. Merci pour ces précisions. Et puis enfin, un autre
paysage ou alors nature topographique qui est marquante en Côte d'Ivoire, ce sont les régions montagneuses qui semblent être situées à l'ouest du pays. Et donc, en fait, elles sont le long de la frontière du Libéria et de la Guinée. Est-ce que tu confirmes C'est ça. On Ok. a le mont Nemba, qui est le plus grand mont en Côte d'Ivoire. Après, je me rappelle plus, ce sont des trucs qu'on a fait à l'école primaire. On se Ouais. rappelait par cœur la hauteur des montagnes. Aujourd'hui, je ne saurais vous le dire. Mais le Ouais. mont Nemba est ce mont-là qui, en tant soit peu, divise le Libéria et la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi à l'ouest, en parlant de montagne, Mont, la ville de Mont, qui D'accord. est surnommée la capitale des 18 montagnes. Et Ah donc, oui. il y a pas mal de montagnes. Il y a aussi une cascade qui se trouve à Mont. Donc, une Oh. cascade que l'on peut explorer durant effectivement la période des pluies. J'insiste parce que durant la période sèche, il n'y a pas d'eau. Ah, Donc, bah si voilà. vous allez, il n'y aura rien. Il faut aller durant la période, la période des pluies. Là, vous avez des très, très belles cascades et ça peut être de très bons souvenirs parce que juste en bas des cascades, vous avez des espaces qui ont été faits de manière traditionnelle pour pouvoir s'immerger dans la nature. Donc, c'est pas des choses qui ont été faites de manière moderne. C'est vraiment, tout est fait avec les éléments locaux pour vraiment s'immerger dans cet environnement-là, si vous voulez passer quelques jours, etc. Et ce serait un bon petit détour qu'on pourra faire. Moi, l'invitation, je l'ai prise. Hein. Je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça me met l'eau à la bouche. Et donc, comme ça aussi, ça permet de savoir à quelle période, en fait, il est préférable d'aller y faire un séjour. Donc, merci encore pour ces précieuses données, Cédric. Ça marche. En fait, ce sont donc ces régions montagneuses, elles sont caractérisées par des collines, des montagnes couvertes par des forêts denses et parfois broussailleuses. Et le point culminant de la Côte d'Ivoire, donc c'est le mont Nimba, c'est celui que Le tu as Mont cité. Nemba, c'est ça. Ouais, le Ouais. Mont Nemba. Et ça se trouve. Alors là, du coup, on revient à la donnée géographique qu'on a oubliée depuis la primaire. Et en fait, Oui. apparemment, ça atteint une altitude de 1750 mètres. Ah, c'est bon. Donc, elles abritent ces régions montagneuses également, forcément, une biodiversité très riche, des habitats naturels uniques et des espèces toujours endémiques adaptées aux environnements montagneux. Les activités économiques de ces régions, toujours l'agriculture, cette fois-ci en terrasse, l'exploitation minière et le tourisme, et notamment pour l'observation de la faune et la randonnée. Donc moi, c'est vraiment ce que j'allais dire, ma cam. Donc très bien. Voilà. Après, tu peux t'acheter une mine d'or. Qui sait? Donc voilà, c'est ce qui permet en fait toute cette exploration géographique met en évidence cette diversité de paysages en Côte d'Ivoire et chacun offrant son lot de ressources naturelles, de biodiversité et d'opportunités économiques financières. Totalement, totalement. Après, je sais qu'on part du sud, alors je crois on va survoler rapidement le sud. Il faut pas oublier non plus que, voilà, bien à part la forêt aussi, nous avons le littoral ivoirien qui est constitué, qui a de très très belles plages, Ouais. telles que les plages d'Assini qu'on connaît, il y a San Pedro qui est la ville de deuxième port d'Abidjan. On a des villes telles que Sassandra, donc vous avez pas mal de villes, Jacquesville. Ok, donc toutes ces villes-là qui ont des très très belles plages aujourd'hui que vous pouvez explorer quand vous allez en Côte d'Ivoire. Il y a un petit village qui s'appelle Monogaga, super, avec un peuple assez accueillant qui va vous accueillir. Vous allez manger localement. Et aussi, n'oublions pas, parce que je pense qu'on a tendance souvent à oublier l'est aussi de la Côte d'Ivoire, qui est pas mal aussi. D'ailleurs, à l'est de la Côte d'Ivoire, vous pouvez avoir un village qui est constitué de beaucoup de singes. Ça s'appelle un village particulier à l'est de la Côte d'Ivoire où les singes sont considérés comme, selon la tradition dans ce village-là, les singes sont des êtres humains. Selon eux, ce sont leurs ancêtres qui sont transformés en singes. Et donc, dans ce village-là, vous allez trouver beaucoup de singes. Ça peut être aussi, voilà, je dirais un point pour pouvoir y faire un tour et y découvrir. Vous avez dit qu'il était tout à fait. C'est l'homme de la situation ce soir, Cédric, pour pouvoir nous donner beaucoup d'informations sur la Côte d'Ivoire et la partie géographique. On a parlé de cette géographie pour vous faire saliver, vous mettre en bouche. Maintenant, on passe, on va dire, au cœur de notre propos, parce que cette chaîne, elle parle d'architecture. Donc, on revient sur l'aspect architectural et on va venir avec 3 ethnies principales en Côte d'Ivoire. Vous avez dit. Parmi ces 3 ethnies, on commence avec l'architecture mandée au Côte d'Ivoire.
qui présentent des caractéristiques similaires à celles trouvées dans d'autres régions de l'Afrique de l'Ouest, mais avec des variations régionales et des influences propres à la culture mandée de la Côte d'Ivoire. Et voici quelques exemples d'architecture mandée en Côte d'Ivoire. Les principes de cette architecture mandée sont l'utilisation de matériaux locaux. Comme dans d'autres régions mandées, l'architecture en Côte d'Ivoire utilise des matériaux disponibles localement, tels que la terre, le bois, la chaume, la pierre. Les structures sont conçues pour résister aux conditions climatiques locales, y compris la chaleur intense et les précipitations saisonnières. Les toits peuvent être inclinés pour permettre l'écoulement des eaux des pluies et les maisons peuvent être ventilées pour permettre une circulation de l'air adéquate. Le symbolisme culturel est aussi très fort dans l'architecture mandée en Côte d'Ivoire et elle est souvent ornée de motifs et de sculptures qui représentent des éléments de culture mandée tels que des figures mythologiques, des symboles religieux ou des représentations de la nature. Flexibilité et évolutivité sont aussi les maîtres mots de l'architecture mandée en Côte d'Ivoire, car les maisons sont souvent conçues pour être évolutives, permettant des agrandissements ou des modifications en fonction des besoins changeants de la famille et de la communauté. C'est ce qu'on peut appeler aussi l'architecture modulaire. On a comme exemple les maisons en banco. Ces maisons sont construites en utilisant une technique de terre crue appelée brique de banco. Elles sont généralement à 1 ou 2 niveaux et peuvent avoir des toits en chaume. Les maisons en banco sont répandues dans les zones rurales de la Côte d'Ivoire et peuvent être décorées avec des motifs géométriques et des sculptures. Les greniers en banco, comme dans d'autres régions mandées, les greniers en banco sont utilisés pour le stockage des récoltes et d'autres biens précieux. Ils sont souvent surélevés pour protéger leur contenu des animaux et de l'humidité. Et bien sûr, les mosquées en banco. Les mosquées en banco sont des exemples remarquables d'architecture mandée en Côte d'Ivoire. Elles sont souvent ornées de motifs géométriques et de sculptures qui reflètent la culture mandée et peuvent être des centres communautaires importants. Il y a aussi, dans cette architecture mandée, les villages fortifiés, qui sont organisés de manière défensive avec des murs en terre ou en pierre pour protéger les habitants des attaques extérieures. Et ces villages peuvent également comporter des structures communautaires telles que des places de marché, des espaces de rassemblement. Ces exemples illustrent bien la diversité et la richesse de l'architecture mandée en Côte d'Ivoire, qui reste une expression importante de l'identité culturelle des peuples mandés dans la région. Et à ce sujet, pour toi, Cédric, concernant l'architecture mandée ou alors ton ressenti, est-ce que toi, tu as des expériences avec soit l'architecture en elle-même ou alors le fait d'avoir déambulé dans certains de ces villes, villages qui résultent de l'architecture mandée? Oui, ce que j'ai ressenti, ce que je vois, ce que je ressens là-bas, c'est vraiment cet esprit communautaire. Et comme tu l'as si bien dit, hein, c'est aujourd'hui, après on a déjà dit, tu as déjà présenté, et c'est que moi je parle en tant que personne pas vraiment architecte, donc je dirais, je parle comme des mortels. Mais c'est ce qui m'intéresse, okay. Justement, parce que si tu veux nous envoler lyrique, c'est bien entre architectes, mais le but, c'est que les gens s'approprient ce qui est fait en architecture. Oui, c'est incroyable parce que lorsqu'on s'y rend dans ces peuples mandés, on voit à travers la construction des maisons qu'on essaie vraiment d'être en communauté. Ce qui est très important aujourd'hui quand je prends du recul, parce que j'y étais très jeune, on revoit tout ça aujourd'hui, je me sais de me ressasser un peu toutes ces manières de construire, etc. C'est vraiment de sorte à pouvoir éventuellement se protéger, vivre en communauté, apprendre à se connaître. Et comme tu l'as si bien dit, effectivement, c'est que durant cette période-là aussi, il y avait pas mal, je dirais pas d'invasion, mais on se protégeait quand même d'éventuels peuples voisins qui pourraient éventuellement venir invader, pouvoir venir faire des invasions, etc. Mais tout est dit, c'est que la Côte d'Ivoire, ça demeure un pays de paix aujourd'hui, et depuis l'indépendance, il y a des accords qui ont été faits. D'ailleurs, j'en reparlerai plus tard, mais où je peux en parler maintenant, c'est que entre les différents peuples de la Côte d'Ivoire, il y a des accords. D'accord. Okay, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui regroupe plusieurs ethnies, et ces ethnies se sont retrouvées en train de vivre, elles toutes, sur le même territoire. C'est ça. Et chaque peuple est venu avec sa propre manière de vivre. Exactement. Et pour pouvoir vivre ensemble, il fallait avoir des codes.
Oui. Et donc, pour ceux qui vraiment dans tout ce qui est vraiment les racines, c'est que Mmh. les différents peuples ont des accords. Par exemple, Ouais, vous avez certains peuples mondés qui ont des accords avec des peuples qu'on verra tout à l'heure, des peuples du nord ou du centre, etc. Et d'accord. c'est-à-dire que, par exemple, si un peuple est attaqué, l'autre peuple a le devoir de venir le Le protéger, par exemple, protéger. le défendre. Donc, il y a pas mal d'accords comme ça qui sont faits, qui ont été faits entre les Mmh. peuples, et ça fait que la Côte d'Ivoire, durant un certain moment, très tôt, a commencé à avoir ce havre de paix qui leur a permis de pouvoir cohabiter. D'ailleurs, on a plusieurs, malgré les ethnies que nous avons, il y Oui. avait quand même des personnes qui comprenaient d'autres langues parce qu'il fallait Mmh. commercer ensemble. Par exemple, moi, je rappelle mon père qui parlait des langues du Nord ou alors Ouais. de l'Ouest, etc. Donc, c'était vraiment, on pouvait le voir, hein, des commerçants surtout qui parlaient plusieurs Mmh. langues pour pouvoir vendre leurs produits. Donc, voilà ce que j'avais à dire au niveau des peuples mandés. Effectivement, c'est le regroupement de plusieurs ethnies et même dans toutes les sociétés, que ce soit en Afrique, sur tous les continents, il y a toujours ces vestiges en fait de la protection contre la guerre, de la Mm, défense. mm, Tous les pays du monde ont oui. développé leur ingénierie Mm, par rapport mm, à cette situation aussi de protection, enfin de ce besoin de protection qui se mm. retrouve. Et aussi, les structures humaines se sont développées aussi au fil de l'eau de qui est l'ennemi, qui est l'ami en fait. Donc, C'est vrai. et c'est intéressant de voir comment ça se décline dans chaque culture. Et c'est très intéressant parce que ces principes peuvent être retrouvés dans d'autres pays et tout en gardant chaque. En fait, c'est ça que je trouve assez extraordinaire, c'est que dans la réflexion, on voit ce qui est commun dans les réflexions entre toutes les cultures du monde. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir la différenciation de comment ça a été en fait matérialisé, concrétisé auprès de chaque culture. Et c'est ça que je trouve assez génial et assez enrichissant d'explorer en fait un pays à l'autre, une région à l'autre, une ethnie à l'autre. Que les Mm. Malinké font partie des ethnies avec lesquelles les Mandés ont fait alliance. Oui, totalement, parce que nous avons l'ouest de la Côte d'Ivoire qui va jusque vers le nord, hein, vers le nord Mmh, qu'on connaît, qui est le Mali, qui est le Burkina. Donc, il y ouais. a pas mal je ne sais pas les frontières, mais il y a pas mal d'alliances qui se sont faites avec certains peuples qui ont Mmh. effectivement au niveau des frontières ethniques, hein, disons comme ça, on a pas mal d'alliances qui se sont faites et ça part vraiment sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Ok, les Malinké, parce qu'on va s'attarder sur leur typologie d'architecture Mm, à cette ethnie. mm, Et les Malinké, en fait, sont un peu évoqués comme étant le reflet des traditions et des pratiques culturelles en Côte d'Ivoire, parmi d'autres. Et elles sont principalement marquées en fait en architecture, avec quelques exemples en Côte d'Ivoire. D'abord avec ces principes, toujours on est dans cette démarche d'utilisation de matériaux locaux. mm. Euh, en fait, qui se voit encore une fois dans plein de pays d'Afrique subsaharienne. On voit le bois, la terre, la chaume, la pierre, comme avec les Mandés. En fait, c'est tout ce qu'il y a à disposition. Et ce que je trouve, à titre personnel, j'ouvre une parenthèse, je trouve que c'est ce qui est plus durable, d'aller chercher ce qu'on a à portée de main pour construire. Je ferme la parenthèse. On voit aussi toujours cet élan dans la manière de structurer, de concevoir le besoin d'adaptation au climat, au lieu d'aller à l'encontre, plutôt aller avec l'adaptation climatique, toujours dans ce contexte de chaleur intense, des précipitations saisonnières, l'inclinaison des toits pour les écoulements des eaux de pluie et les maisons toujours ventilées pour laisser la circulation de l'air adéquate pour pas qu'il y ait d'humidité à l'intérieur. En fait, moi, je suis toujours gaga, tu auras compris, Cédric, de ce qui se faisait de manière traditionnelle, empirique. En fait, ça marche toujours aujourd'hui. C'est ça que j'aime. Et J'avoue, c'est ce qui m'a interpellé aussi dans ton épisode numéro 1. oui, C'était vraiment d'aller rechercher, parce que moi, c'est assez marrant parce que lorsqu'on est originaire d'un pays, on ne se rend pas compte, on n'a pas appris ces côtés-là. Et c'est quand on prend du recul, quand on prend de l'âge, qu'on se dit, ah, mais ça a du sens. Ah, je comprends exactement. pourquoi ils font comme ça. Et aujourd'hui, voilà, avec de l'expérience, on se rend compte que c'est pas que chez les autres
qu'on a cette ingéniosité. Il y a aussi de manière locale des personnes qui ont réfléchi à comment on construit des choses qui, quand on vit dedans, on ne se rend pas compte, on se dit, on le prend pour acquis. Mais quand on part de chez soi, on se dit, ah ben je comprends mieux pourquoi on utilisait tel matériel, tel matériau, etc. pour pouvoir construire les choses. Et donc, c'est là qu'on dit merci les architectes pour sensibiliser les gens à ce qu'ils font. Tout à fait. Et c'est un travail extraordinaire que tu fais. C'est un travail extraordinaire. C'est pour ça que je ne peux pas rester en marge de ça. Je me suis dit, non, mais il faut que je fasse partie de cette aventure. Et en parlant des Malinqués, justement, il y a un monument très impressionnant qui a visité, qui est la mosquée de Kong. Oui, que j'ai évoqué dans le premier épisode. Vraiment, moi, je suis en extase devant ce type de monument. En fait, c'est en gros cette sophistication dans la simplicité extrême. Je suis complètement gaga de ça. Ça reste magnifique. En plus, le fait que ce soit la population elle-même qui vienne faire la maintenance et l'entretien de l'ouvrage, je trouve qu'en plus, cette dimension communautaire qu'il y a autour de cet ouvrage qui implique toute la société autour, vous aurez compris, je suis absolument complètement fan. Oui, et donc, en parlant de ça, pardon, vas-y, je t'ai coupé. Je voulais juste dire que derrière cette mosquée a une histoire. Parce que le nord de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui est assez musulman, mais il faut savoir aussi qu'il y a des traditions locales. Exactement. Par exemple, les Sénoufos, qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire aussi, les Sénoufos, qui sont connus pour avoir leurs propres traditions. Après, on sait tous, avec les différentes religions, les musulmans ont pris une part importante dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais donc, d'où la mosquée qui a été faite. Mais pour ceux qui ne savent pas, en termes d'histoire, elle était détruite. Elle a été détruite dans les années 1897 par un révolutionnaire qu'on appelait Samori Touré, qui était un grand combattant de la colonisation à l'époque. D'accord. Et je crois que c'est dans tout ce mélange de protestes, révolutions, etc., que la mosquée a été détruite, mais a été rebâtie donc, à l'aube du XXe siècle. Et aujourd'hui, on a ce qu'on voit aujourd'hui, et qui est d'ailleurs, cette mosquée, elle est dans le patrimoine de l'UNESCO depuis 2021. Oui, c'est ça. Exactement, et je trouve qu'elle le mérite, et c'est vraiment une bonne accroche, une bonne transition justement pour parler de ce symbolisme culturel qu'on le retrouve aussi chez les Malinqués. Toi, tu les appelles les Malinqués, moi je dis les Malinqués. Chez les Malinqués, où pareil, c'est une architecture où on voit encore aussi ici beaucoup d'ornements. L'art est très présent de manière générale. Avec la composition architecturale, le symbole n'est pas juste en fait un trait, mais vient participer complètement à la conception architecturale avec les sculptures, les ornements, bien évidemment les symboles religieux. On en a parlé justement avec la mosquée Kong, les différentes religions. Les motifs géométriques, la géométrie a vraiment son importance et n'est pas fait de manière anecdotique. Il y a aussi beaucoup de représentations de la nature chez les Malinqués, et ces éléments, ils peuvent avoir une signification spirituelle ou historique pour la communauté. Donc aussi, c'est très riche parce que je pense que c'est un moyen de véhiculer l'histoire et les traditions. Et c'est vrai que c'est assez important, ce mode de transmission, et important aussi à valoriser que d'autres canaux qu'on a l'habitude de voir, et d'être sensible aussi à ça. Ensuite, après, pour la fonctionnalité et l'usage communautaire, ce sont des thèmes que l'on retrouve dans toutes les communautés, de toutes les ethnies en fait, en Côte d'Ivoire. Cette essence à la communauté, tu en as parlé pour les Mandés, qu'on retrouve aussi chez les Malinqués, ce besoin d'avoir des espaces de partage, de rassemblement pour la communauté de manière générale, pour les cérémonies religieuses et aussi pour les activités économiques. Donc c'est un peu aussi, je me permets aussi de présenter une notion qu'il y a en architecture, la distinction entre ce qui est de l'ordre des espaces intimes, des espaces intimes parce que famille, ou même dans la maison, d'avoir sa propre chambre, les salles d'eau pour pouvoir, pour l'aspect sanitaire, et aussi après à rentrer dans ces espaces beaucoup plus communautaires, et tout ça, ça se dimensionne, tout ça, ça se pense, et l'un, en fait, permet de renforcer l'autre. Parce qu'il y a des espaces communautaires, ça renforce les espaces individuels, et parce qu'il y a des espaces individuels, encore une fois, l'échelle de la famille, l'échelle de la personne elle-même, que les espaces communautaires aussi sont
prennent leur force. Je laisse maintenant le point, la prof d'architecture. Dans ces maisons, dans ces exemples, nous retrouvons les maisons forcément traditionnelles chez les Malinké en Côte d'Ivoire, qui sont souvent construites en terre crue, en briques de banco, aussi ici. Elles sont généralement rectangulaires et peuvent comporter des toits en chaume, là également. Et les maisons sont souvent organisées autour d'une cour centrale où la famille se rassemble pour les repas et d'autres activités. On retrouve également les greniers et aussi les silos pour les Malinké, qui sont utilisés pour le stockage des récoltes, toujours, et sont souvent construits en terre crue et peuvent être surélevés pour protéger, encore une fois, leur contenu des animaux et de l'humidité. On a parlé des structures religieuses, les mosquées, on a parlé de la mosquée Kong, et en fait, elles peuvent être construites en terre crue, en briques de banco, et sont souvent décorées de motifs religieux et de symboles spirituels. Là aussi, on retrouve chez les Malinké des villages fortifiés qui sont organisés pour la défense, pour protéger les habitants des attaques extérieures. Ces villages, en fait, comportent aussi des structures communautaires telles que des places de marché, des espaces de rassemblement qu'on a évoqués au sein de ces villages. Donc là aussi, on a pu voir la diversité de la richesse de l'architecture malinké, que l'on peut rapprocher sur les principes, encore une fois, de l'architecture mandée, mais qu'il ne faut pas non plus homogénéiser à outrance, parce que chacune de ces ethnies a sa propre aussi identité propre, et c'est bien de pouvoir discerner la distinction entre les uns et les autres. Je viens maintenant sur une dernière grosse ethnie représentative de la Côte d'Ivoire, qui est l'ethnie Akan, dont l'architecture est caractérisée par des éléments distincts, toujours autour de la tradition, de la culture, des croyances du peuple Akan. Les principes de cette architecture sont toujours l'utilisation des matériaux locaux, terre, bois, chaume, pierre, tout comme les Malinké, tout comme les Mandés. Le symbolisme culturel aussi très présent, avec encore, on retrouve ici les symboles religieux, l'art qui était présent, les motifs géométriques aussi qui ont vraiment un sens et qui représentent les scènes de la vie quotidienne, et aussi des éléments significatifs spirituels qui ont une importance pour la communauté. Là aussi, flexibilité, évolutivité, donc c'est-à-dire la modularité se retrouve dans l'ethnie des Akans, qui sont souvent conçus pour pouvoir en fait prévoir de pouvoir s'agrandir, d'être modifiés en fonction de l'évolution des familles et de la communauté. L'intégration de l'environnement est aussi très présent chez les Akans, avec un souci d'une intégration harmonieuse entre l'environnement naturel et les espaces construits. Les maisons et les villages sont souvent construits en fonction de la topographie locale, et ils utilisent les collines et les cours d'eau comme éléments de conception. Donc là, je réouvre le volet, la prof d'architecture. C'est la notion de dedans-dehors qu'on peut retrouver de manière qui paraît différente. Effectivement, la concrétisation, la conception n'est pas la même. Par exemple, je pense à la maison sur la cascade de Frank Lloyd Wright. C'est vraiment, vraiment, n'hésitez pas à aller voir cet ouvrage, parce que c'est vraiment une notion de comment on fait vivre le dedans, le dedans, donc l'intérieur de la maison, et l'extérieur. Et c'est des questions aussi qui se posent de scénographie, de transition, quand on rentre à l'intérieur de ces espaces. Et voilà. Donc, c'est très intéressant de réfléchir à ces choses-là, parce que c'est pas anodin, c'est pas juste pour faire beau. C'est parce que, en fait, on prend en considération les différents moments de vie, en fait, des individus, que ce soit personnellement, mais aussi par rapport à leur relation à la communauté. Et toutes ces choses, ces notions-là sont très importantes. On a comme exemple toujours des maisons en terre et chaume par rapport à l'architecture Akan, les sculptures, la décoration qui est aussi très présente pour cette ethnie traditionnellement. Certains palais royaux Akan sont des exemples de remarquables architecture, et ces structures, elles peuvent être construites sur plusieurs niveaux et comporter des éléments décoratifs très impressionnants représentant le pouvoir et la richesse du souverain. On retrouve également les sanctuaires et les temples Akan, et ils peuvent être construits en utilisant des techniques traditionnelles et sont souvent décorés de motifs religieux, de symboles spirituels.
Les villages aussi sont toujours, organisés de façon à non seulement, défensive, mais ici, il y a un accent aussi, significatif, sur la manière de favoriser la vie communautaire dans l'organisation, des villages et les maisons, elles peuvent être regroupées, dans autour d'une place centrale et où les activités sociales, religieuses se déroulent et permettent de renforcer les liens entre les membres de la communauté. Donc voilà pour la richesse, la diversité, de l'architecture à Caen. Par rapport à tous ces éléments, Cédric, est-ce que tu as des choses que tu souhaiterais ajouter? Ouais, j'aimerais juste, merci Diati, juste rebondir sur, puisque j'ai parlé un peu des Mandés et des Malinqués, maintenant je vais rebondir un tout petit peu sur les Akans, dont je suis originaire d'ailleurs. Oh! Et donc, juste petite histoire, hein, les Akans, ils viennent du Ghana, qui est le pays voisin de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et la différence qu'il y a au niveau des Akans, c'est que la vie communautaire Akan est l'une des plus hiérarchisées, des différentes communautés. C'est-à-dire que, comme tu as dit tout à l'heure, il y a vraiment cet esprit de hiérarchie au sein de la société qu'on ne retrouve pas forcément chez les Mandés et chez les Malinqués. C'est-à-dire que chez les Akans, on a différentes hiérarchies. Donc, Oui, on a des c'est ça. princes, on a des, voilà, ce qui n'est pas forcément le cas chez les Mandés ni chez les Malinqués. Et c'est la raison pour laquelle on a cet esprit, on a l'impression que tout est construit autour d'un centre. Le centre qui sera simplement la royauté. Et donc, c'est le roi qui généralement prend les grandes décisions pour la population, aidé par ses notables. Donc des notables, c'est des personnes qui sont autour de lui, qui le conseillent. Et il faut aussi le dire qu'on a cette population, elle est très matriarcale, c'est-à-dire que la femme occupe un rôle très important. D'ailleurs, la première reine Baoulé, le premier souverain Baoulé était une reine. Et c'est elle qui a permis aux Akans de se retrouver en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc la mère a vraiment ce point-là assez important. Et le roi, il prend la décision pour le peuple, mais ce n'est pas que lui, il est très entouré, conseillé d'ailleurs par ses notables qui lui donnent des conseils. Et la raison, tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y ait une place centrale. Cette place-là, elle permet de résoudre tous les problèmes du village. C'est ça. Donc, c'est le lieu, en fait. voilà, c'est le lieu de tout, voilà, où on parle vraiment des choses essentielles donc tout le monde se retrouve là. Le roi, il y est. On va discuter des différents problèmes ou je dirais de ce qu'on envisage faire dans le village, etc. Et donc on a tout ça et tout le monde se sent vraiment impliqué. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'avais parlé de ça à mon père qui me disait que même dans la religion Akan, dans le peuple Akan, même les prisonniers avaient leur mot à dire en ce qui concernait donc ce qu'il fallait faire de la communauté après. Donc pour dire à quel point vraiment l'inclusion de tout un chacun était très très important. Et tu as parlé aussi de ce volet assez tourné vers l'environnement, qui occupe une place très importante. Et c'est pour ça que effectivement ce peuple-là, généralement, de ce que je sais, on le sait assez animiste, parce qu'il croit vraiment à l'environnement, il croit aux arbres, il croit aux fleuves, parce que pour lui, ce sont ces éléments qui lui permettent de vivre. Sans ces éléments-là, l'être humain n'y est pas. Et voilà. Donc tous ces signes souvent qui évoquent soit un courant d'eau, pour dire merci à ce courant d'eau, un arbre, parce que c'est cet arbre qui donne les fruits pour nous nourrir. Et donc c'est un peu leur philosophie de la vie qu'ils retranscrivent donc dans tout ce qui est éléments autour d'eux. Et c'est un peuple assez riche aussi en or. Ouais, et donc ça, une très grande réserve d'or. Et l'or pour ce peuple est super sacré. Donc, pour ceux qui iront en Côte d'Ivoire, quand on aura l'occasion, disait-il, d'aller en Côte d'Ivoire, peut-être qu'on ira dans un village, voilà, un village à Caen, et le roi, il est orné d'or, et justement, même pour les mariages traditionnels, l'homme et la femme sont couverts d'or, de très grandes chaînes d'or, parce que pour le peuple à Caen, l'or, c'est vraiment le matériau précieux. C'est précieux. Voilà, c'est très, très précieux, et voilà, donc c'était juste pour parler de comment est-ce que cette communauté vit, quelles sont leurs aspirations, et puis bien éventuellement, en parlant du peuple Akan qui se trouve donc au centre, à l'est et au sud de la Côte d'Ivoire, on va voir tout à l'heure que c'est dans cette partie de la Côte d'Ivoire on a effectivement une très grande évolution architecturale au niveau de la Côte d'Ivoire, parce que le reste de la Côte d'Ivoire est resté, je dirais, il y a beaucoup d'architectures qui sont restées dans le temps,
Et c'est dans le sud vraiment parce que c'est là que la Côte d'Ivoire s'est vraiment plus développée dans le sud. D'accord. Donc Ouais. où on va trouver, dans quelques instants on va en parler, on va trouver une évolution vers l'architecture contemporaine qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Et avant de te laisser justement de passer à ce volet contemporain, je voulais revenir sur deux notions. Déjà, c'était effectivement cet aspect matriarcal dans plusieurs même anciens empires africains. Il y a toujours, en fait, même au niveau de la déité, il y a le versant femme et le versant homme des déités. Et certaines communautés, je ne sais pas si c'est la même chose chez les Akans, est-ce que l'héritage se transmet aussi par la mère? Oui, tout à fait. D'où par exemple, là voilà, pour ceux qui connaissent ça, par exemple, du côté de l'héritage, je donne un exemple. Hein. Moi, par exemple, mon père, son héritage n'ira pas vers moi, son héritage ira vers le premier fils de sa sœur. D'accord. Je Donc vois c'est tout à vraiment fait. l'aspect, là c'est vraiment l'aspect femme. Donc Ok. c'est tourné, c'est parce que selon eux, hein, je dis en riant, mais la seule personne qui connaît qui est le vrai père d'un enfant, c'est la mère. Ah, il y en a, ils cherchent les problèmes, là. Et puis aussi, oui, c'était ça, c'est que on voit cette structure, enfin, tu mettais l'accent sur cette partie hiérarchisée du peuple Akan. Alors, si on devait retransposer sur la culture occidentale, ça me fait penser à l'aéropage en Grèce. Voilà, cet espace central où tout le monde discute, bah, c'est très démocratique. Et c'est vrai que peu de personnes le savent, voilà, se prêtent à la réflexion qu'en fait, il y a énormément de la démocratie en Afrique, enfin, dans plein de pays, dans plein d'ethnies et plein d'anciens royaumes africains étaient hyper développés en fait. Et Oui, cette très poussé. notion de communauté, cette notion en fait, on a une place où tout le monde vient discuter et donner son son de cloche. Voilà, moi, par exemple, bah, moi qui suis originaire du Congo, quand je regarde la structure politique du royaume Congo, du royaume, mais vraiment, en fait, c'est plus des échelles d'empire finalement. C'est assez extraordinaire, en fait, comment chaque jalon, chaque strate de gouvernance est pensée pour justement que personne ne soit lésé et que à chaque échelon de territoire, il y ait une gouvernance, mais aussi un droit auprès du citoyen de pouvoir interagir et de faire entendre sa voix. Enfin, je ferme la parenthèse, mais je trouve que c'est tellement riche de prendre le temps de redécouvrir en fait le mode de pensée, et qui se traduit par l'architecture. Parce que c'est ça aussi, hein, si on prend le temps d'évoquer, il ne s'agit pas de digression en fait ici. Si on prend le temps d'évoquer ce que on faisait au travers de ces structures et de ces organisations, l'architecture doit servir à ça, doit servir à comment une société veut fonctionner. Elle répond en fait à un besoin d'organisation qui a besoin d'être matérialisé, et l'architecture, dans son sens général, hein, que ce soit architecture urbaine, architecture paysagère, architecture bâtimentaire, rentre absolument dans tous ces volets-là. Je vous disais, ce soir, c'est inédit, non pas parce que c'est un nouvel invité. J'ai la chance d'avoir des invités de qualité à chaque fois, donc merci à toutes les personnes qui participent en fait à l'élaboration de ces podcasts avec moi. Ce soir, en fait, on va prendre une tournure spéciale. C'est le moment où je laisse le contrôle de l'animation à mon invité. Et cerise sur le gâteau, parce que, comme l'expliquait Cédric, il n'est pas architecte. Même donc, le co-animer avec un autre architecte, c'est déjà génial pour moi. Mais là, on rentre dans le nerf de la guerre, si je puis m'exprimer ainsi, de la chaîne L'architecture simplement. C'est l'objectif, c'est que vous puissiez tous vous approprier à votre niveau l'architecture, conscientiser les espaces dans lesquels vous évoluez ou vers lesquels vous aspirez à aller. Donc, merci Cédric, parce que cette fois-ci, je te donne la parole. Merci d'avoir fait l'exercice de choisir des œuvres architecturales en Côte d'Ivoire qui te tiennent à cœur, et aussi de te prêter au jeu, de les présenter, de nous transporter avec toi dans ce qui a pu te toucher à travers ces monuments.
Super. Alors, les amis, ça y est, j'ai hijacké la chaîne de Diziati. OK. Alors, Ça reste l'architecture simplement by Colendis oui, Architecture. oui, Hein, je ça reste toujours, les amis. Là, je vais présenter, comme Diziati l'a dit tout à l'heure, pour moi, c'est de partager mon ressenti par rapport à l'architecture en Côte d'Ivoire, pas à travers les yeux d'un architecte, mais plutôt d'une personne comme toi qui me regarde, qui aime juste savoir, qui a juste un sentiment, qui ressent un bien-être par rapport à l'environnement dans lequel il est, tout simplement. Alors, j'aimerais partager avec vous trois monuments, ou je dirais trois points, ok, qui capturent mon attention. Peut-être que je vais mettre un bonus, hein, si vous êtes sage, ok. D'accord. Donc le premier point, c'est on a parlé tout à l'heure de la mosquée de Kong. Alors je vais aller vraiment dans du plus vieux, disons comme ça, du plus mature, si c'est mieux, hein, jusqu'au plus contemporain. Ok. Et donc on part avec la mosquée de Kong, qui est pour moi l'un des monuments qui demeure jusqu'aujourd'hui. Ok, un monument qui était détruit vers les années 1897 par un révolutionnaire du nom de Samori Touré. Ok, Samori Touré qui était contre l'invasion des Français en Côte d'Ivoire, qui a lutté contre la colonisation, qui a finalement qui a résisté pendant pas mal de temps. Et dans cette révolution-là aussi, il y a eu donc la mosquée de Caen qui était détruite, ok, et c'était reconstruit dans le XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que moi je me dis, comment est-ce que, parce qu'on le voit, je me dis, mais comment est-ce qu'un bâtiment comme ça peut tenir? C'est la question que je me suis posée. C'est un truc en terre battue. Je veux parler vraiment comme, hein, c'est un bâtiment qui est là. Il n'y a pas de briques. On a l'impression qu'il n'y a pas de briques. C'est comme si on avait, je sais pas, on avait craché de la terre battue sur des points. Ok. Et cela, ça tient depuis des centaines d'années. Ça, c'est incroyable. Ok. Ouais. Et à l'intérieur, on a, selon ce que j'ai fait des recherches pour vous, les amis, hein, du taureau dans des espèces de bois. Et c'est ces bois-là qui servent un petit peu de fond, de mettre tout ça ensemble. Vous comprenez, moi je me dis, c'est assez impressionnant quand même de voir que c'est pas des briques, parce que les briques, vous savez, on a des briques, on sait qu'on pose une brique sur une autre, etc., comme on sait aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des formes assez triangulaires. Okay, donc on se dit, mais comment tout ça, ça tient? Il n'y a pas... c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant de savoir qu'il y a une mosquée pareille. C'est impressionnant de voir que ça a tenu durant toutes ces années, et aussi de voir l'ingéniosité qu'il y avait derrière, déjà à cette époque-là, des architectes, hein, qui ont certainement pensé à comment préserver cela, et surtout par rapport au climat qui est assez chaud. Okay, comment est-ce que ce bâtiment arrive à contenir la fraîcheur, et aussi durant les moments froids, c'est assez tempéré à l'intérieur. Okay, donc moi, c'est vraiment ce premier monument-là, à Mosquée de Kong, qui est d'ailleurs, comme on l'a dit en début d'émission, depuis 2021, qui est entré au patrimoine de l'UNESCO, parce qu'une chose comme ça, les amis, il faut garder cela. Okay, il faut garder cela. Et, je ne sais pas si Diziati a quelque chose à nous dire sur c'est quoi cette magie de cette magie, oui. Alors en fait, c'est déjà par rapport à ce que tu as exposé, ça permet de, comment dire, de se laisser transformer dans sa manière de concevoir les choses. Parce que jusqu'à maintenant, on a tellement vu de monuments en briques, en béton. En fait, on est tellement imbibé de la manière de construire d'aujourd'hui qu'on oublie que c'était pas les seuls. La construction en terre est pour moi une construction empirique. C'est limite, il y a des sociétés qui n'existaient pas encore et on utilisait déjà la terre pour construire. Et devenir, en fait, ça permet de comprendre aujourd'hui, on y revient, dans un de mes numéros podcast, notamment sur le tour de France des régions, des styles architecturaux, j'avais évoqué pour l'Occitanie des modèles d'architecture en briques de terre. Ok, vous allez dire, mais c'est de la brique, mais certaines maisons traditionnelles dans ces régions-là ne sont pas en briques, c'est de la terre tout court. Donc la terre a ses propriétés. Le tauron permet en fait de venir structurer, en fait, c'est ce qui permet de tenir. Ce qui fait tenir la terre, c'est aussi les taurons qui viennent en structure à l'intérieur, et quelque part la terre qui vient comme remplir, on appelle ça, et constituer l'enveloppe en fait de la mosquée.
Et oui, et la terre a cette propriété de garder la fraîcheur pendant les temps très chauds et de justement redistribuer la chaleur en période froide. Et c'est un système climatique en fait naturel, tout simplement. Super, merci Diati. Donc le torrent, c'est un peu l'ancêtre des grands pylônes que l'on voit dans les églises aujourd'hui, je suppose. En fait, plus précisément, par exemple, quand on a des ouvrages en béton, ce qu'il faut savoir, même si en termes visuels, on voit que le béton, à l'intérieur, on a ce qu'on appelle de l'acier. Parce que si tu veux, je vais vous exempter de trop rentrer dans l'ingénierie, mais il y a des efforts qui sont faits à l'intérieur de chaque ouvrage que l'on construit qu'il faut savoir en fait doser, équilibrer. Il y a ce qui pousse, il y a ce qui tire, et en fait le tout doit en fait aller au sol, doit être réancré au sol. Et donc c'est pour ça qu'on fait des alliances de matériaux pour pouvoir se faire. Et le tauron a un peu ce rôle d'acier. Là, en fait, d'acier qui vient en fait à l'intérieur de la terre. La terre, on pourrait comparer à du béton. Et l'alliance des deux fait que ça répond à tous les efforts physiques qui existent, qui s'exercent sur la matière en elle-même, qui permettent de tout faire retomber dans la terre et qui maintient l'ouvrage debout. Et il y a aussi ce que j'avais rapidement évoqué, c'est cet aspect où aussi la maintenance de ce bâtiment, elle est assurée par la population elle-même. D'habitude, enfin, je sais pas pour vous, mais quand on vous dit on va faire la maintenance d'un bâtiment ici, on dit oui, on va appeler les nettoyeurs de vitres, on va appeler telle entreprise pour le faire. Là, c'est pas l'entreprise, c'est la société qui s'organise pour que voilà, les habitants eux-mêmes viennent entretenir. Donc, c'est comme s'ils perpétuaient aussi un savoir-faire ancestral qui perdure. Comment maintenir en état et en bel état aussi ces ouvrages-là. Donc, je voulais souligner ça, ressouligner ça, parce que moi, je trouve ça extraordinaire. Totalement, et ça me rappelle, tu sais, c'est un peu aujourd'hui c'est un peu une démarche RSE. Eh oui. Et faite par les habitants. C'est pour ça que c'est pour ça que l'appropriation de l'architecture, des ouvrages, même si effectivement chacun son rôle, je suis d'accord, et chacun sa technicité dans la vie, nos métiers, c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. Et la preuve avec cet exemple. Et moi, j'aurais appris aujourd'hui, Diati, tu m'as fait apprendre un truc, je savais pas que les différentes forces qui composaient la construction devaient aller au sol. Ça, c'est un truc que j'ignorais. Donc, pour ceux, vu que j'ai hijacké la chaîne, pour ceux qui ont appris, laissez-moi un commentaire, un like, je sais pas quoi, ok? C'est bon, j'ai hijacké la chaîne aujourd'hui. Donc, les amis, si vous aimez ma participation à l'émission aujourd'hui, mettez-moi des likes, mettez-moi des commentaires pour dire que vous avez appris comme moi ce soir. Deuxième point, Diziati, on est allé vers Kong. Okay, on parle de mosquée. Et quand on parle de mosquée, on parle de religion. Et je ne peux pas parler de musulmans sans parler de chrétiens, parce que ce sont les deux grandes religions qu'on trouve en Côte d'Ivoire qui cohabitent de manière géniale. Okay, juste, je le dis comme ça parce que en Côte d'Ivoire, par exemple, pour ceux qui ne savent pas, les jours fériés musulmans et les jours sont aussi jours fériés, tout comme les jours fériés chrétiens. Donc, imaginez le nombre de jours fériés qu'on a en Côte d'Ivoire. Parenthèse. Ok. Mais ça fonctionne. Comme disait Ivoirien, ça fonctionne. Ça marche très bien. Comme on le dit en Côte d'Ivoire aussi, on est ensemble. Donc, voilà. Ensemble. Et donc, le deuxième exemple que j'ai à vous partager, c'est la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Alors, de manière historique, Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui a été faite sur dessin, un peu comme Brasilia au Brésil. D'accord? Donc, la capitale était avant à Abidjan, et ensuite c'est devenu Yamoussoukro parce que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, voulait une capitale, voulait que le village de sa tante, devienne son lieu d'origine aussi, devienne la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc pour une petite étude de langue, c'est que Kro veut dire en baoulé village. Donc les Akans. Donc chez les baoulés qui sont Akans, Kro veut dire village. Et Yamsou, c'était le nom de sa tante. Matriaka. Matriaka. D'accord? Donc il a voulu que le village de sa tante, donc Yamoussoukro, village de Yamoussouk, devienne la capitale de la Côte d'Ivoire. Et donc, il a fait un très grand dessin. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro a de très grandes artères. C'est incroyable. On a l'impression qu'on est seul. Il y a de très, très grandes artères, mais il n'y a pas assez de véhicules. Donc, on a l'impression que c'est une ville assez fantôme. D'accord? Et lorsque vous rentrez sur Yamoussoukro, il y a ce bâtiment
qui est juste imposant, qui est juste incroyable, qui domine le paysage. Et je coup de domine, on le voit des quatre coins de la ville, et c'est la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, qui est d'ailleurs la place religieuse la plus large au monde. Ah, super. Okay, qui est plus large que la basilique Saint-Pierre que nous connaissons à Rome. Et elle est presque identique à cette basilique-là de Rome, et parce qu'on s'est inspiré effectivement de l'architecture de la basilique de Rome. Et le président à l'époque avait voulu, selon lui, faire ce cadeau-là pour sa croyance chrétienne à Dieu, tout simplement. Et il a fait ce bâtiment imposant qui a été inauguré en 1990 par le pape Jean-Paul II à l'époque. Et donc la construction, elle a été faite de 1986 à 1989, okay, fait par l'architecte Pierre Fakouri, qui est ivoiro-libanais. Ce nom, il faudra se le rappeler parce que ce monsieur, on le retrouve très régulièrement dans l'architecture en Côte d'Ivoire. Donc Pierre Fakouri, auquel j'adore, je fais un coucou si au cas où il voit la vidéo un de ces quatre, okay, qui est juste incroyable. C'est un des pionniers de l'architecture en Côte d'Ivoire. Et moi, j'y suis allé, les amis. Et je peux vous dire que je suis arrivé là et je me suis dit, mais qu'est-ce que nous sommes petits en tant qu'être humain. C'est-à-dire que le bâtiment est tellement imposant qu'on se dit, waouh, c'est immense. C'était inspiré un peu, je pense, même des jardins français, etc. Tout est organisé, tout est symétrique, ok, avec du marbre qui a été importé d'Italie, avec c'est vraiment propre, le marbre fait propre, voilà. Et c'est un bâtiment qui est juste imposant, incroyable, et c'est vraiment cette paix que l'on ressent lorsqu'on va à l'intérieur. Il y a vraiment cette paix, et pour moi, lorsque j'y suis allé, je me suis senti vraiment bien. Je me suis dit, mais ceux qui ont construit ça, ils ont juste pensé à ce que ce soit un environnement paisible. Et un élément qui m'a vraiment marqué, c'est que quand je visitais, le guide nous disait comme ça, on a imaginé cette grande porte de la basilique, immense en bois, qui fait je ne sais pas combien de mètres de haut, et il nous disait simplement que cette porte peut s'ouvrir avec le doigt. Ouais. Et moi, j'étais juste médusé. Je me suis dit, ben, c'est pas possible. J'ai fait l'expérience, les amis. Moi, voilà, il faut que je teste. D'accord? Et avec lui, on a testé cette immense porte. On va l'ouvrir juste avec un petit doigt, une petite force, et la porte s'ouvrait. Et devant vous, vous avez ces vitraux juste incroyables. Vous avez la hauteur de la coupole, juste incroyable, le design qui est à l'intérieur. Et je disais en off à Diziati, ce qui est impressionnant, c'est que vous êtes vous êtes dans cet immense immeuble, j'ai un immeuble, hein, bâtiment, et il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas d'écho, et il y a de l'aération, climatisation devant chaque banc. Okay, l'effet acoustique est juste incroyable, ce qui fait que du coup, lorsque le prêtre fait la messe, vous pouvez entendre, la messe, peu importe où vous vous trouvez. Et à l'intérieur aussi de la basilique, vous pouvez aller, vous pouvez monter parce qu'il y a des ascenseurs à l'intérieur. Vous pouvez aller au plus haut, et du haut, vous allez avoir accès à une espèce de terrasse qui vous permet d'avoir cette vue incroyable sur Yamoussoukro. Et juste à côté, il y a aussi un hôpital qui a été fait pour, je crois que c'est un hommage au Vatican. Okay. Et je peux vous dire que moi je pense que cette basilique a vraiment été pensée. L'architecture est juste incroyable. Et derrière, c'est pas juste une architecture pour être, mais c'est aussi fonctionnel. Ça va vraiment avec l'effet qu'on a voulu donner à ce bâtiment-là, cet effet de prière, de paix, de recueillement, et de juste reconnaissance envers un créateur qui est plus haut. Voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est l'objectif. Hein. Il y a eu plusieurs choses. Autour de cette basilique, il y a vraiment tout ce qui est de l'ordre du rôle du monument, qui doit être visible, un repère en fait dans une ville. Et là, il joue plus que son rôle, puisqu'apparemment, il est visible de tous les coins de la ville. De la capitale en plus, donc c'est assez énorme parce que c'est très symbolique, parce que si c'est la capitale, ça veut dire que c'est le sommet, c'est comme si c'était au sommet du pays.
parce que c'est la capitale. Et en plus de ça, il y a cette notion aussi d'architecture religieuse qui incite justement à cette paix. Tout est pensé quand vous rentrez dans une église. Vous avez cette dimension qui amène à la paix, au recueillement, et c'est fait pour. Et puis aussi les orientations naturelles qui permettent de ne pas avoir d'écho, c'est aussi tous ces paramètres qui sont pris en compte pour composer une architecture. Et donc ravi aussi de l'expérience que tu en as vécue, et c'est vraiment ça, c'est ton ressenti que je voulais que tu puisses partager avec les personnes. Voilà, sachez, comme Cédric, que vous pouvez vivre, conscientiser, toujours vous remémorer, c'est un peu aussi un rôle de Madeleine de Proust, parce que tu parlais ne serait-ce que des clims qui étaient à chaque banc, etc., parce que tous ces ressentis-là sont très importants pour que l'expérience architecturale soit réussie. Je te laisse, puisque tu m'as hijacké là ce soir, vas-y, continue. Encore la parole. Alors, les amis, troisième fois, c'est parti. Troisième point. Moi, cette fois-ci, on a fini avec les éléments religieux. Il y a cet élément-là qui est, je crois que vous l'avez vu pour ceux qui ont suivi la Cannes, cet élément-là qui a été présenté durant la cérémonie de fermeture de la Cannes. C'est le pont Alassane Ouattara. Ouais. Le pont Alassane Ouattara qui a été inauguré en 2023, donc juste l'année dernière. Et vous savez qui est l'architecte? Dites-moi dans le commentaire. Qui est l'architecte selon vous? Mettez dans les commentaires. Il est bon, hein. Il est bon, Cédric, il est bon. Alors, je vous ai dit, ce monsieur, il faudra vous rappeler, c'est tout simplement Pierre Fakouri, encore une fois, qui a été donc l'architecte sélectionné pour ce pont. Un pont à haubans. Ok, on en avait jamais vu en Côte d'Ivoire auparavant. Et ce pont, pourquoi j'en parle? Parce qu'il symbolise le modernisme de la Côte d'Ivoire. Ok, parce que le pont Alassane Ouattara, qui est le président actuel de la Côte d'Ivoire, il a voulu faire de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un pays assez moderne à travers ses infrastructures. Et ce qui est étonnant, c'est que ce pont, il est fait d'une manière à ce que c'est assez bizarre. Je vous dirai pourquoi. Parce que juste à côté du pont, on a une cathédrale qui s'appelle la cathédrale Saint-Paul. Okay, ouais. Et le pont a la même forme géométrique presque que la cathédrale. Donc ça nous rappelle un peu la cathédrale, pour ceux qui vont avoir cette vue-là du haut d'Abidjan. Okay, et vous avez toutes ces cordes-là qui rappellent un peu les cordes aussi de la cathédrale Saint-Paul du plateau. Okay, donc c'est vraiment, je crois que ce pont a voulu se mettre un peu dans un environnement qui était déjà présent. A voulu vraiment se fondre, pas à être juste esselé, mais se fondre dans un environnement qui était déjà présent. Et c'est vraiment très très bien, très très beau à voir. Et ce que j'apprécie énormément, je ne savais pas, parce que je n'ai pas encore l'occasion de le voir personnellement, mais c'est le fait que les différents cordons, je ne sais pas, Disiati nous dira tout à l'heure, moi je n'ai pas les termes architecturaux, hein, elle nous dira, c'est elle l'experte, ok. C'est ces cordes-là qui permettent même de faire des écritures, c'est-à-dire qu'on peut faire des écritures sur les différentes lignes du pont. Et même durant la Cannes, il y a eu des différents drapeaux des différents pays accueillis. Donc, ces espèces de cordes, ok, faisaient un peu les drapeaux des différents pays accueillis. Et aujourd'hui, souvent, c'est avec les couleurs orange, blanc, vert qui sont les couleurs de la Côte d'Ivoire. Mais, par exemple, lors de réceptions officielles de présidents de pays qui nous visitent, souvent, les couleurs changent simplement pour nous faire part qu'il y a un président d'un pays ami qui visite tout simplement, et c'est juste incroyable à voir. Et cette architecture-là, ce pont-là en tout cas, c'est un pont moderne qui est aujourd'hui une fierté pour non seulement pour la ville d'Abidjan, okay, mais aussi pour toute la Côte d'Ivoire et pour tout un peuple. Ouais, et justement, là, en parlant de l'église Saint-Paul, je l'avais présenté dans justement le volet de janvier autour de la Côte d'Ivoire, je l'avais présenté, donc n'hésitez pas à aller regarder pour voir la forme. Et effectivement, ce pont, en tout cas, la partie le grand pilier, poteau, appelez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, on s'approprie l'architecture, on ne va pas rentrer dans la technicité, mais est légèrement incliné. C'est comme un accompagnement, en fait. Comme tu expliquais, il n'est pas venu pour s'imposer et détrôner, en fait, ce qui était déjà en place, mais il vient accompagner les constructions environnantes, notamment cette église. Et effectivement, du coup, il est de sa forme, enfin de sa déclinaison, la partie en fait qui est inclinée permet d'en faire
aussi un monument, un pont qui devient aussi un monument, qui n'a pas juste la fonction de jonction de pouvoir aller d'un territoire à l'autre, mais vient lui-même aussi venu comme un monument. Et d'ailleurs, ça me permet d'ouvrir la parenthèse où Cédric m'a fait remarquer que dans la première vidéo, la vidéo que je montrais justement autour du pont, que je pensais être à Abidjan, n'est pas le pont Alassane Ouattara, donc je m'excuse pour cette erreur. C'est encore une fois la faute à ceux qui ne m'ont pas encore invité en Côte d'Ivoire. Si vous m'aviez invité, j'aurais vu que c'était une erreur, tout simplement. Voilà. Lisette, attention, c'est ma chaîne, je vais te bannir de ma chaîne. Tu ne peux pas me bannir de la chaîne. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est ça l'avantage. En fait, je te fais croire que tu as le pouvoir. Ça s'appelle la manipulation. Mais c'est pas grave, c'est une autre histoire. Donc, merci Diziati pour ce rappel. Et comme je vous l'ai dit, vous avez été sage. Diziati m'a dit en off que vous avez été sage. Donc, je vous donne un dernier élément, ok, en quatrième, qui est le siège d'Orange Côte d'Ivoire. Donc, ouais. Orange, on connaît. Et le siège d'Orange Côte d'Ivoire a été inauguré en 2022, il y a donc 2 ans, au moment où nous faisons cette vidéo. Et moi, je l'apprécie particulièrement parce que c'est un monument, c'est un immeuble qui sort de l'ordinaire. Ok, c'est un immeuble qui est vraiment qui rentre dans le respect de la nature. D'ailleurs, par sa forme assez circulaire, ok, ça montre un peu ce qu'on appelle chez les pays africains que nous connaissons, c'est la calebasse. Donc une espèce de conteneur qui tient l'eau. Ok. Et vous avez tout autour de ce bâtiment des espèces de, je sais pas c'est quoi, des calandres, où on aura l'occasion de voir ça en vidéo, mais qui permettent de protéger contre les rayons du soleil. Donc on n'a pas des trucs moches, hein. Nous avons vraiment cette espèce de choses qui tournent autour, qui protègent la vitre qui est tout autour. Et à l'intérieur, vous avez des plantes des plantes grimpantes, tout simplement. Et vous avez ces petits détails de motifs africains qui se retrouvent sur les murs. Okay. Et pour moi, c'est juste incroyable. Et les architectes ont voulu vraiment faire ressortir l'aspect africain de l'architecture. Ils ont voulu refaire sortir la culture africaine à travers cet immeuble. Et aussi, c'est bien de le signaler, ces architectes aujourd'hui font un travail énorme en Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est, selon moi, hein, je ne suis pas architecte, mais ce sont les architectes d'aujourd'hui et ceux de demain. Parce que Pierre Fakouri fait partie un peu de ces doyens, disons ça comme ça. Et aujourd'hui, nous avions Kofi et Diabaté Group, qui est un groupe d'architecture qui fait juste des choses incroyables en Côte d'Ivoire. Ils ont été d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait des choses incroyables, mais là, je ne vais pas citer, sinon on n'y finira pas l'émission aujourd'hui. Exactement. On fait beaucoup de choses, mais on va s'arrêter sur ce siège d'Orange qui me rappelle ce côté africain, ce côté environnement, respect de l'environnement, qui est tout simplement très important aujourd'hui dans l'architecture. Donc, c'est vraiment, c'est très bien pensé, c'est très beau. C'est 14 000 mètres carrés apparemment, et ça peut contenir près de 900 employés. Donc, c'est pas anodin, c'est pas petit ce truc-là. Non, c'est pas un petit siège. C'est pas un petit siège. Donc, je pense qu'Orange a investi pas mal d'argent dans ce siège-là. Ça va avoir une raison. Orange, qu'est-ce que vous voulez faire? On viendra. Mais moi, je pense que voilà, ce siège est vraiment imposant. Et je laisse Diziati donc nous dire qu'est-ce qu'elle ressent à travers ce bâtiment pour nous qui ne sommes pas des initiés. Ouais, bah pour moi, c'est un reflet, ce bâtiment, c'est ce que je commençais à évoquer aussi lors du premier numéro. C'est un reflet. Bah, du coup, c'est cet appel au rappel à la tradition. Alors, on a utilisé aussi des systèmes naturels. Je vous parlais quand je vous ai évoqué les Malinké, les Mandés, les Akans, que dans leur architecture, ils faisaient aussi en sorte de concevoir naturellement l'aération des bâtiments. Pareil au rapport au climat. Donc, en fait, des systèmes qu'on voit qui sont à la fois artistiques, mais qui sont aussi très techniques et fonctionnels, ce sont comme des brise-soleil qui permettent en fait de pas avoir la lumière, de pas avoir le soleil en fait de manière brutale, mais de l'amoindrir pour qu'elle soit pas agressive au ressenti à l'intérieur des locaux. Donc ça aussi, c'est une approche naturelle en fait. Il y a plein de choses qui, d'un point de vue de l'ornement, fait très raffiné, mais ce n'est pas que du vernis. C'est que fonctionnellement, ça a aussi une importance qu'il faut prendre en compte.
Donc il y a voilà cet appel à la tradition, en plus avec les ornements. On a parlé aussi de beaucoup d'ornements qui étaient faits dans chaque ethnie ivoirienne. On retrouve les ornements, l'art qui fait partie intégrante de la conception architecturale que l'on retrouve. Donc c'est tous ces codes traditionnels qui s'y trouvent. Et donc il y a cette tradition qui est aussi couplée à l'actuel, ce qui se fait actuellement avec le bâtiment, ce qu'il représente, la fonction de ce bâtiment en plus, l'organisation qui est en fait une organisation selon le mode de vie actuel et qui est aussi un appel au futur. Je trouve que ce bâtiment aussi est une démonstration du savoir-faire ivoirien avec justement les architectes qui ont conçu cet édifice et qui l'ont fait réaliser. C'est clairement un appel à comment non seulement on peut continuer à travailler durable tout en étant moderne et contemporain et moderne. Que cette modernité est toujours, en fait, ne vient pas faire une rupture avec l'ancien, mais vient rappeler, en fait, des gestes anciens et des savoir-faire anciens pour les actualiser. Parce que même en termes de... là, on parle de l'ouvrage et l'enveloppe en elle-même, mais même ne serait-ce que pour ce qui est utilisé, ce qu'on appelle en domotique, à l'intérieur du bâtiment, en fait, est ultra moderne et futuriste. Et c'est moi l'image que j'ai et que j'ai pu avoir de par mes premières explorations jusqu'à ce que je sois invitée en Côte d'Ivoire pour de vrai. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, permet en fait de... Ouais, pour moi, c'est vraiment un reflet de cette Côte d'Ivoire innovante, bio-innovante, clairement. C'est pour moi, quand je regarde ce type d'ouvrage, quand je regarde les process et les différentes constructions qui se font aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont des rappels aussi au passé modernisé à l'échelle contemporaine, comme j'ai expliqué, pour moi, on est dans le futur. La Côte d'Ivoire a vraiment cet aspect, ce côté futur, au-delà même de l'architecture, quand on sait qu'ils ont ils ont beaucoup à apprendre sur le savoir-vivre ensemble. Vraiment, c'est un pays qui, voilà, les différences, ils savent composer avec. C'est très cosmopolite et ça se reflète dans l'architecture, clairement. Donc, pour moi, c'est un peu un the place to be. Pas le seul, mais un the place to be. Super. En tout cas, Diati, ton appel n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Ah, ça c'est clair. Non, j'espère que voilà, Diati sur la chaîne va vous faire bientôt, on ne sait pas, vous faire des vidéos de son séjour en Côte d'Ivoire. Ah, voilà, comme je dis encore une fois, hein, moi je suis là, moi valise est prête. Mais en tout cas, vraiment, Cédric, je te remercie du fond du cœur. Est-ce que peut-être tu as voulu partager autre chose, un autre ouvrage? Si c'est le cas, eh ben, on fera un volet 3. Tout simplement. Il y a pas mal d'autres éléments. Hein. Nous avons par exemple le parc des expositions qui est juste fabuleux. On a en construction la plus haute tour qui veut être la plus haute tour de l'Afrique de l'Ouest qui est en construction aussi. Et oui, il y a pas mal d'éléments qui sont en construction, d'ailleurs qui, comme tu l'as dit, rappellent un peu l'aspect modernité que la Côte d'Ivoire voudrait amener à son architecture, tout en rappelant aussi l'aspect ancestral, donc comment utiliser, comment mettre ensemble les anciennes techniques et les mettre avec le moderne pour créer cet aspect assez futuriste. Et donc, il y a pas mal d'éléments comme ça qui peuvent être sur lesquels on pourrait élaborer. Si jamais il y a un épisode 3. Mais l'épisode 3 dépend. Hein, moi, je laisse le jeu à ceux qui nous écoutent, hein, à ceux qui nous suivent. C'est à eux de décider. Ils vont nous dire, est-ce qu'il veut un troisième épisode? C'est à eux de jouer. À vous de jouer. Dites-moi si vous voulez un troisième épisode sur la Côte d'Ivoire. Encore une fois, vous avez compris, la Côte d'Ivoire, en fait, est tellement riche qu'il n'est pas possible en un numéro de tout évoquer. Effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays très riche. C'est avec grand plaisir si vous souhaitez qu'un troisième numéro soit préparé avec d'autres projets présentés, peut-être d'autres ethnies mises en valeur, vraiment sous le prisme que vous souhaitez. Donc vraiment commentez, mettez en commentaire ce que vous souhaitez. Et puis aussi, pour ceux qui nous rejoignent pour le temps de questions-réponses, surtout n'hésitez pas à partager votre ressenti par rapport à cette présentation aujourd'hui. Et également, s'il y a des volets, par exemple, vous êtes frustré parce qu'on n'a pas assez évoqué l'architecture dans une région que vous auriez visitée,
eh ben, nous sommes preneurs. Bah, Cédric, ça y est, c'est l'heure de nous dire au revoir. Mais avant ça, Déjà, mais oui, mais on dit déjà, mais si tu savais déjà le temps qu'on a passé, parce que le c'est temps vrai. passe vite, on ne s'est pas ennuyé et je suis sûre, dites-nous aussi en commentaire, n'hésitez pas, je suis sûre que vous vous êtes pas ennuyé non plus. Avant de te quitter, avant qu'on se quitte et qu'on se retrouve pour ce temps de questions-réponses en live, dis-nous quelles sont tes actualités. Alors, en ce qui me concerne, merci Diziati. Hein, en ce qui me concerne, comme Diziati l'a dit tout à l'heure, je suis celui qui est vraiment orienté côté leadership, côté management. Je suis dedans depuis près de 2 ans, 3 ans maintenant, parce que tout simplement, en étant en entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait un déficit au niveau de la manière de diriger les équipes, la manière de communiquer. Nous avions, avec Covid, beaucoup de mots qui sont ressortis, de mots MAUX, qui sont ressortis en ce qui concernait donc le savoir-être, le savoir-vivre, non seulement des collaborateurs, mais aussi des managers, des chefs d'équipe. Et donc, c'est en fonction de cela que je me suis lancé il y a 3 ans maintenant avec Barlon, qui est tout simplement comment manager autrement, comment s'élever en leadership en élevant les autres aussi. Et beaucoup de personnes veulent le faire, mais ne savent pas comment le faire. Okay, donc aujourd'hui, les portes sont ouvertes à toutes les personnes qui nous suivent, hein, qui gèrent une équipe, okay, qui peut-être derrière se disent j'ai envie d'élever mon leadership, j'ai envie d'aller à un niveau supérieur, ou se posent des questions parce qu'elles sont bloquées. Moi, je suis passé par là, j'étais bloqué aussi à un moment donné de ma carrière, je ne savais pas trop quoi faire. Vous êtes déconnecté avec votre équipe et vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire pour être plus connecté à mon équipe. Okay, je suis là pour vous servir, je suis là pour vous permettre de vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez débloquer votre situation, que vous puissiez établir dans votre entreprise ou dans votre équipe les valeurs que vous vouliez faire ressortir. Et donc, on pourra travailler ensemble, on pourra établir cette espèce de roadmap, hein, de blueprint, comme je le dis, okay, que vous allez pouvoir utiliser à votre escient, personnalisé. Hein, c'est pas les choses générales, c'est vraiment à votre image, en fonction de votre besoin. On pourra faire ressortir un chemin, une feuille de route qui vous permettra de pouvoir non seulement vous affirmer en tant que manager, en tant que leader, mettre en avant vos valeurs. Et donc, pour tous ceux à qui cela parle, vous pouvez me joindre à, tout simplement, je crois qu'on va le mettre à l'écran, cédric@barlonltd.com. Et je me ferai un plaisir de vous écouter. D'abord, on se fait un appel en visio pour comprendre un peu vos problématiques. Et par la suite, si tout se passe bien, s'il y a le contact, okay, si vraiment on s'accroche, si c'est là vraiment l'accroche, je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner dans cette démarche de leadership parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas, il n'y a pas de leader sans équipe. Donc, il faut travailler à être un bon leader pour son équipe pour que l'équipe, après, puisse avoir les résultats que vous recherchez pour que vous puissiez prendre plaisir à l'idée. Parce qu'on peut prendre plaisir à être un dirigeant. Et ça, c'est avec moi, à travers mon expérience, vous allez pouvoir le faire, soit dans du coaching, soit de la formation. Non, n'hésitez surtout pas à me contacter si cela vous parle. Et ben ça, si c'est pas du call to action, ça. C'est super. Et pour terminer, vraiment terminer, très rapidement, Cédric, qu'est-ce que tu veux que l'on te souhaite ce soir? Ben, souhaitez-moi du succès, tout simplement. Ouais. Et puis, avant le succès, c'est aussi, bien effectivement, la bonne santé. Parce qu'il faut avoir la bonne santé pour pouvoir donner aux autres. Okay, je fais ce que je fais pour pouvoir partager, pour pouvoir donner. Donc, il faut avoir la bonne santé, ça c'est la première des choses. Et puis, derrière, c'est tout simplement le succès pour servir davantage. Super. Bah, nous te souhaitons beaucoup de réussite, d'avoir toujours autant de plaisir à faire ce que tu fais dans une telle belle énergie, vraiment. C'est une de tes plus-values, vraiment, de cette énergie que tu nous transmets à chaque fois, ce plaisir que tu as à servir et à voir ceux que tu entoures évoluer et toi aussi continuer à évoluer. Et c'est ce que nous te souhaitons, c'est que le cercle virtueux ne fasse que grossir. Oui, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'intervention de Cédric. Et si, comme lui, vous voulez co-animer l'émission avec moi, c'est avec un énorme plaisir. Vous avez vu, vous avez la place pour pouvoir partager vous-même ce que vous ressentez avec l'architecture. Vous êtes les bienvenus. Alors, pour ceux
Et j'espère que vous êtes nombreux ce soir, qui nous retrouvent tout de suite pour ce temps de questions-réponses en live. Nous vous disons, Cédric et moi, à tout de suite. Et pour ceux qui, malheureusement, n'auront pas pu nous rejoindre ce soir, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro. Mettez bien en commentaire ce que vous souhaitez écouter par la suite. Nous sommes à votre service, puisque maintenant, Cédric, c'est notre attaché spécial Côte d'Ivoire. Je vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée à toi, Cédric, ou à tout de suite pour le question-réponse. Tout de suite de l'autre côté. Exactement. Et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao.